J'espère que tout va bien. Il y a des moments, parfois, où la vie bascule. Un drame qui fait que plus rien ne sera jamais comme avant. Mais comment le surmonter? Comment reprendre une vie, disons, normale après ça? C'est sur cette question que nous avons choisi de nous pencher ce soir dans l'Avant JT, avec un père qui a connu ce qu'il y a de pire, perdre son enfant il y a 5 ans, percuté par un train sur un passage à niveau à Wavrin dans le Nord. C'est Denis Cotin, il est avec nous, on va le rejoindre dans un instant en plateau. Il va nous dire justement comment il a réussi à surmonter cette épreuve, surtout ce qui lui donne aujourd'hui la force de se battre pour que ce genre d'accident n'arrive plus. Mais d'abord, Léna Malval s'est intéressée elle aussi à la question. Léna, de nombreux exemples montrent que la meilleure façon de remonter la pente, eh bien, c'est de s'engager. Pour remonter la pente après un drame, il faut beaucoup de courage, Simon. Surtout que face aux événements traumatiques, on n'a pas tous la même façon de réagir. Certains se font aider, d'autres prennent du temps pour eux-mêmes, et certains font du drame qui les touche un combat. Regarde cette femme, elle s'appelle Chantal Robert. Et le 13 mai 98, sa vie bascule. Paraplégique après un accident à moto, cette ancienne professeure de français à Amiens refuse de laisser le ciel lui tomber sur la tête. 9 ans après, elle publie un livre sur les difficultés d'être une femme handicapée. Mais elle ne s'arrête pas là. Chantal va de collège en lycée pour témoigner et militer contre les violences routières. Intervenir dans les établissements scolaires, c'est aussi le choix d'Azerka. Marvin Darmon, de son vrai nom. Originaire de l'Oise, il est victime de harcèlement de la 6e à la 3e. Des moqueries sur son physique, des brimades quotidiennes qu'il décide de dénoncer haut et fort dans ses chansons. Elle a peur de souffrir, d'avancer, de sourire, du regard des autres. Mais après un drame, certains préfèrent créer des associations. C'est le cas de Delphine Couillet, alias présidente d'Exceptionnel à Fromelles dans le Nord. À 40 ans, elle a tout plaqué pour lancer en octobre une association de soutien aux malades du cancer. Dernièrement, elle a collecté près de 4 000 € pour Octobre Rose. Une manière de rebondir après le décès de son père des suites d'un cancer. Delphine, Chantal, Marvin et bien d'autres encore, je ne sais pas ce que tu en penses Simon, mais moi je suis très admirative. C'est la preuve peut-être qu'il y a dans l'obscurité toujours un petit peu de lumière. Eh oui, merci Léna. Bonsoir Denis Cotin. Bonsoir Simon. Comment ça va? Écoutez, ça va, on essaye d'avancer. Vous êtes donc le papa de Nicolas, percuté par un train le 17 octobre 2016 au passage à niveau de Wavrin près de Lille. Et depuis, vous ne cessez de vous battre pour dénoncer la dangerosité de certains passages à niveau, en particulier dans la région, parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ils sont 24 à être inscrits au plan de sécurisation nationale des passages à niveau. Donc on les connaît, on sait où ils sont. Oui, on les a identifiés, ils sont bien répartis, mais il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose. On va en parler tout à l'heure. Pour comprendre, la barrière de Wavrin ne bloquait pas complètement l'accès aux voies. Oui. On pouvait traverser facilement. Tout à fait, oui. Donc il n'y a que 2 demi-barrières, ce qui est totalement absurde à cet endroit-là, en plein centre-ville, à côté d'une gare. Et donc on n'est vraiment pas bloqué. On n'est pas du tout. Il n'y a pas besoin d'escalader. Aucune protection physique. Si on veut absolument prendre son train, on traverse. Il y avait juste un feu rouge clignotant, un peu, enfin pas visible par les piétons. Et donc voilà. Ça s'est passé ce jour-là. Ça s'est passé ce jour-là. Une succession de facteurs de risque et malheureusement modifiable en plus, mais personne ne fait rien, quoi. Vous diriez que ce combat pour la sécurité, c'est ce qui vous a justement donné la force de surmonter cette épreuve? Tout à fait, tout à fait. Dès le début, en fait, les gendarmes qui ont mené l'enquête m'ont dit écoutez, monsieur Cotin, on en a franchement assez de ramasser des gens sur les voies, en particulier à cet endroit-là, parce qu'il y a eu 3 morts en 8 ans, dont Nicolas. Même eux se plaignaient finalement. Même eux se plaignaient et m'ont encouragé à porter plainte, parce que j'étais complètement sidéré, dans un état incroyable. Et ils m'ont encouragé à porter plainte et à essayer de mener un combat, parce que la plupart des parents, en fait, sont tellement comment dirais-je, déboussolés que voilà, ils laissent les choses se faire. Effectivement, ils essaient d'oublier, ce qui est complètement compréhensible. Et donc nous, on a pris parti pour créer une association et
et militer pour la sécurisation de ce piège mortel, quoi. Vous êtes mis en route très vite ou est-ce qu'il a fallu quand même du temps Il a fallu que je comprenne, le temps que je comprenne en fait ce qui s'était passé, et lorsque j'ai refait plusieurs fois les pas de Nicolas, en fait, les derniers instants de Nicolas. Ah oui, Et, vous êtes ouais, je suis retourné. J'ai même fait un petit film pour faire comprendre aux gens que Nicolas n'était pas un écervelé comme la SNCF a voulu le faire passer, en fait, et que c'était un garçon qui simplement voulait prendre son train, qui était en avance, et il y avait un train qu'il n'avait jamais vu, lui qui était en retard, qui avait une dizaine de minutes de retard, un train direct, et voilà. Donc il y a eu un cumul de facteurs de risque qui ont abouti effectivement à cet accident épouvantable. J'ai essayé de comprendre, et là je me suis dit c'est pas possible, il faut absolument faire quelque chose et que cet endroit soit sécurisé. 3 morts en 8 ans, c'est pas normal, quoi. Vous, votre épouse, des proches aussi qui ont monté une association, hein. Mon ex-épouse, la maman de Nicolas, on a monté une association assez rapidement, surtout lorsque les portraits de Nicolas qu'on avait disposés en fait à l'endroit où il avait perdu la vie ont été enlevés, ainsi que les fleurs et les tags. Oui, tout à fait. Très vite, c'est ça, hein, oui, c'est ça. Oui, la SNCF m'a répondu qu'il fallait passer à autre chose et que ça perturbait les cheminots. Donc plutôt maladroit. Particulièrement maladroit, et donc il y a un homme politique dont je ne citerai pas le nom qui a fait ce qu'il faut pour que les portraits soient remis à leur place immédiatement, quoi. Mais ça nous a donné la force en tout cas. Et le sport aussi vous a beaucoup aidé. Oui. Alors j'avais repris 22 kilos après l'accident de Nicolas, entre les antidépresseurs et puis on se laisse complètement aller, quoi, en fait, hein. Et puis au bout d'1 an et demi, 2 ans, je me suis dit, s'il me voit, il ne doit pas être fier de son père. Ça, c'est une valeur que vous partagiez tous les deux. Tout à fait, oui, absolument. On avait d'ailleurs la veille de sa mort, on avait discuté pour faire un triathlon ensemble, quoi, en fait. D'accord. Donc voilà. Oui, donc ça a vraiment du sens. Ça a vraiment vous êtes lancé notamment dans un Tour de France à vélo, juste avant le passage des professionnels. Et on imagine qu'évidemment, il aurait été fier de vous. Il aurait été fier de moi, et je pense que franchement, quand je grimpais l'école tous les jours, j'avais vraiment l'impression d'avoir quelqu'un qui me poussait, quoi, en fait, qui me donnait de l'énergie pour aller au bout, quoi. Alors, vous intervenez sur les accidents pour aider les personnes... excusez-moi, je suis en train de dire n'importe quoi. On va rejoindre justement quelqu'un qui aide, qui accompagne justement des personnes comme vous, des professionnels. Nous avons trouvé le docteur Laure Rougegré. Bonsoir, docteur. Vous êtes psychiatre à la cellule d'urgence médico-psychologique du SAMU du Pas-de-Calais. Et effectivement, voilà, vous intervenez sur les accidents pour aider les personnes choquées, après coup aussi pour les proches de victimes, c'est ça ? Tout à fait. Oui, tout à fait. On voit que ces situations de décès brutaux de proches sont des situations qui sont à risque de développer ce qu'on appelle des deuils complexes, c'est-à-dire des deuils qui se compliquent de dépression, de troubles anxieux, et qui parfois nécessitent une aide psychothérapeutique, donc dans la résolution du deuil. Alors, Monsieur Cotin, oui, allez-y. J'allais dire, oui, Monsieur Cotin expliquait ce sentiment après le décès de votre fils, sentiment de vide, de sidération, comme vous disiez. Il peut y avoir souvent ce sentiment d'avoir perdu une partie de son identité. Et ce qui nous aide, c'est de pouvoir, du coup, réinvestir ce qu'on pouvait partager avec l'autre, la relation qu'on pouvait avoir avec la personne disparue, et de pouvoir remettre en place, du coup, des actions envers ce qui est important. Voilà, donc le sport en fait partie, effectivement, quand on voit effectivement le lien que vous aviez tous les deux par rapport au sport, ça en fait partie, docteur. Oui, tout à fait. Tout à fait. Notre identité, elle se construit en lien avec les autres, autour de valeurs qui sont partagées. Le sport, j'entends aussi, moi, la protection, de protéger son enfant. Et là, du coup, de mettre en place une association pour pouvoir perdurer ça, c'est important, parce que ce qui est important pour nous reste, malgré la disparition d'un être cher. C'est venu naturellement, Denis, pour vous, ou est-ce qu'on vous a poussé à le faire ? Justement, cet engagement, ce lien qui finalement reste avec votre enfant, le sport. Non, c'est venu assez spontanément, en fait. La création de l'association, c'est venu quand j'ai compris que cet endroit était vraiment un piège mortel. Et puis j'ai trouvé que la meilleure manière de dénoncer en fait cette situation ubuesque, puisque 40 personnes par an perdent la vie
au passage à niveau, et cela depuis 10 ans sans que ça baisse. Donc je me suis dit, bon, comme j'ai une bonne condition physique, je vais essayer, au travers d'exploits sportifs comme ça, dénoncer cette situation, ce que j'ai réussi à faire effectivement, notamment pendant ce fameux Tour de France. J'ai grimpé quelques montagnes aussi au-dessus de 7000 mètres en Himalaya, qui m'ont permis aussi de communiquer sur cette... Alors, restez avec nous tous les deux. Je vous propose d'entendre un autre témoignage qui illustre finalement notre propos, celui de ce père de famille. Son fils est décédé brutalement en juillet dernier, renversé par un camion près de Lille, fortement alcoolisé. Il revenait d'une soirée d'intégration. Son père a lancé une pétition justement pour mettre fin au bizutage. Écoutez-le. Quand on vous annonce à 3 h du matin que votre fils est décédé sur l'autoroute, vous recevez un uppercut en fait. Vous ne savez pas ce qui arrive. C'est compliqué à gérer, on n'y croit pas, on se réveille le lendemain, on dit c'est pas possible, c'est impossible, quoi. Connaissant notre fils qui décède sur une autoroute, on comprend rien en fait. Voilà. Ce que je reproche, c'est qu'ils reprennent des rituels anciens d'un autre temps. Même ces étudiants qui ont passé cette soirée, vous imaginez qu'eux-mêmes, ils vont être organisateurs dans 1 an ou dans 2 ans, qui vont perpétuer ces traditions, ils vont répéter exactement les mêmes choses. Voilà, pour ce témoignage. On est impressionné, docteur, par justement cette force, cette capacité de résilience. Comment ça s'explique, ça ? Ça s'explique tout simplement que même quand la personne décède, la relation, elle reste toujours présente. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit « Même quand celui qui a planté la graine n'est plus là, l'arbre continue de donner des fleurs et des fruits. » Et c'est exactement ça. Ce à quoi on accorde de l'importance reste toujours présent, et puis continuer d'être en vie, c'est continuer d'être en mouvement, et donc du coup de s'investir dans ces choses importantes. Donc il ne faut pas rompre la relation, c'est ça le conseil qu'on peut donner ce soir en cas de deuil brutal. Exactement. Voilà. Ça reste présent. Denis, où en est votre combat aujourd'hui ? Vous continuez évidemment à vous mobiliser ? Tout à fait, mais là, le gros problème, c'est que finalement, ça coûte très cher de construire un passage souterrain. Pour ce qui est de Wavrin, en tout cas. Pour ce qui est de Wavrin. Pour celui-là. Voilà, ouais. Parce que en fait, l'idée, c'est de sécuriser le passage à niveau de Wavrin pour ensuite que ça fasse un petit peu jurisprudence, un petit peu boule de neige, pour justement ensuite essayer de sécuriser d'autres lieux particulièrement dangereux où il y a eu plusieurs accidents. Et il y en a quelques-uns en région Hauts-de-France. Je dois souligner qu'on a le soutien quand même vraiment inconditionnel de la région Hauts-de-France, sans citer de nom, donc c'est important de compétences en plus sur le transport en commun. Donc, Absolument. Donc ça, c'est vraiment heureusement qu'ils sont là, parce que sinon, je pense qu'on en serait toujours au même point, quoi. Mais là, on en est voilà. 5 ans, mais vous n'abandonnez pas. Merci beaucoup. On continuera jusqu'au bout. Merci beaucoup, Denis Cotin, d'avoir été avec nous. Merci, Dr Rougeré, également. N'oubliez pas, dans l'Avant-JT, on vous laisse carte blanche. Vous pouvez nous proposer vos belles idées, vos initiatives. Pour cela, vous nous écrivez 18.30hdf@francetv.fr et vous venez en parler ici même à la télévision. On se quitte évidemment comme chaque soir avec la citation du jour. Elle est signée du réalisateur Claude Lelouch et qui prend tout son sens après ce qu'on vient d'évoquer. Il n'est pas de drame auquel la vie ne puisse donner les couleurs de l'espoir. Tout de suite, le 19-20 continue. À 19h, le journal. Très belle soirée à vous.